On débute notre séance, pardon. On m'a demandé donc de dédier aussi le cours pour Eilul Nishmat de Roubida Bat Jamila pour lequel c'est le Yahrzeit, c'est donc l'année du décès aujourd'hui, ainsi que les Nishmat de l'imam Rati Khalabat Moshe. Et on va faire les... Et j'ai aussi les Nishmat, Elisha, Menachem, Mendel. Ainsi que Les Refoua Shlema, pardon. Et les Refoua Shlema de Elisha, Menachem, Mendel, Ben. Jessica Geoula. Ben Jessica Geoula. De Rachel Bat Shoshana, de Moshe Netanel Ben Rachel Mina, de Etan Yehuda Ben Esther. Etan Yehuda Ben Esther. Les amis, donc on a une paracha qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est extrêmement importante pour comprendre tout ce qui se passe dans la vie au niveau des conflits. Alors on va partir d'un épisode qui est politique et essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame dans nos vies personnelles. Je débute par le début de la paracha. Vayekar Korah ben Itzar ben Kehat ben Levi Vedatan va'Aviran ben Elia ve'on ben Pelet ben Reuven. Il s'agit ici de noms d'individus qui ont constitué un petit peu le board de Korah. Vous savez que Korah donc va mener une attaque par rapport à l'assise de Moshe Rabbeinu en tant que chef du peuple juif. Il va remettre en question cette réalité politique, que Moshe Rabbeinu est le boss du peuple juif. Alors nous on pourrait dire, mais c'est quand même extrêmement bizarre, Moshe devrait faire consensus, c'est lui qui a libéré le peuple juif d'Égypte, c'est lui à l'issue de 1 an de plaie, c'est lui qui va les mener dans le désert, c'est lui par lui que va être ouverte la mer et refermer la mer, c'est-à-dire a priori c'est le personnage consensuel par excellence, et pourtant, voilà qu'au détour d'une nomination d'un poste, il y a une révolte de Korah qui veut s'en prendre à Moshe parce qu'il y a quelque chose qui est injuste à ses yeux. Donc il y a un board des personnes qu'on vient de voir ici, Korah, avec Datan et Aviram, ainsi que On, donc on a 4 individus, qui partit comme ça, et qui va s'entourer, Vayakumu lifne Moshe. Il se lève et se dresse devant Moshe, va anashim mi bene Israël, et devant le peuple juif, donc c'est quelque chose qui est public. Chamishim ou mataim nesieda, donc on a 250 personnes qui accompagnent ces 4 têtes de liste. 250 personnes, tu pourrais dire, bon, peut-être que s'il s'agit de la racaille, des LFistes par exemple. Eh bien non, Nesieda, donc ce sont des princes de communauté, des Keriye Moed, des membres des réunions, Anshechem, des notables. Donc on a ici la fine fleur, 250 personnes, la fine fleur du monde juif qui ont accompagné Korah. Et ils disent, voilà un petit peu donc leur slogan de campagne. Vaïka'alou al Moshe ve'al Aaron, ils se sont réunis autour de Moshe et de Aaron. Vayomrou alehem, ils leur disent, deux points ouvrés des guillemets, Rav lachem, ça suffit, il y en a marre. Qui colle à kedushim, car toute la communauté juive, elle est kadosh. Au betocham Hashem, et parmi eux se trouve Hashem. Ou madoua titnase ou al Hashem, et au nom de quoi vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur? Pourquoi vous jouez au boss alors qu'on est tous des boss? Proposons un monde sans relief, un monde communiste. Plus de riches, plus de pauvres, c'est extraordinaire. Il n'y a pas besoin, tu ne peux pas t'ériger au-dessus de nous. Il faut gommer toutes les verticalités. Vous vous rendez compte, il y a des patrons du CAC 40 qui empochent des milliards, qu'ils ont certainement volé aux simples travailleurs. Il faut lisser tout ça, il faut reprendre cet argent qui a été volé. On doit tous être des Robins des Bois. Donc on a ici, si vous voulez, tout le mélanchonisme, sans aucune mélancolie, qui est en train de s'exprimer ici par Korah. Avec évidemment des gens croyants, donc c'est pas comme c'est un petit peu mieux que Mélenchon, mais donc parce qu'on parle d'Hachem, tout ça, mais on a un problème au niveau
du management politique du peuple juif. C'est ça qu'ils mettent ça en place. Et on va, alors vous connaissez la suite, Hachem va devoir intervenir pour donner un assentiment et pour manifester. Donc il va y avoir en fait 3 punitions qui vont s'abattre sur cette assemblée. Ouais, donc il y aura à la fois une faille qui va s'ouvrir, qui existe depuis l'aube des temps et qui va engloutir toute la contestation. C'est qu'en fait, ces personnes vont être comme s'ils n'ont jamais existé. Quand tu les engloutis de la terre, ils disparaissent. C'est qu'en fait, il va les pulvériser. Il va y avoir aussi une épidémie, il va y avoir donc 3 niveaux de punition, puis une sorte de chose extrêmement bizarre qui est mise en place. Hachem demande à chaque chef de tribu de prendre un bâton, et on désignera le bâton qui va fleurir, donc quelque chose qui est totalement inerte a priori, qui se met à fleurir. Ça prouvera qu'en fait on été désignés ici le chef. Donc Hachem va devoir, si vous voulez, redonner une sorte de, comment dire en français, appuyer de légitimité. Donc il va manifester une légitimité par rapport au tandem de direction qui est Moshe et Aaron. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce qu'il demande de ne pas avoir de chef du tout, ou est-ce qu'il demande des élections démocratiques? Alors, bonne question. Rachi sur place explique c'est quoi son problème. Son problème est très clair. Rachi explique comme ça. Moshe et Aaron sont les fils de Amram, qui est lui-même le fils de Kehat. Jusque là c'est bon ou pas? Kehat. Maintenant, Kehat avait 4 fils. Amram, Yitzhar, ouais. Ensuite, Hevron et Uziel, 4 fils. Le fils aîné s'appelle Amram, ses 2 fils, il y en a un, c'est le boss, il s'appelle Moshe. L'autre, c'est le Kohen Gadol, il s'appelle Aaron. Maintenant, il y a un nouveau poste qui se libère. Korah dit, normalement, il doit échoir au fils du deuxième, du cadet. Ça veut dire qu'il y a, on a dit Amram, ensuite il y a Yitzhar, ensuite il y a Hevron, ensuite il y a Uziel. Et il se trouve qu'au lieu de donner Moshe Rabbeinu le poste au numéro 2, il donne au fils du numéro 4, au fils du petit dernier. Et là, il explose, il dit, mais moi, c'est moi qui suis le fils du numéro 2. Les 2 fils du numéro 1 ont été servis. Mais maintenant, non, logiquement, maintenant, il est vrai que Moshe Rabbeinu a fait ça al pi Hachem. C'est Hachem qui le dit. Mais lui, il voit ça, il dit, il y a de la magouille. Ça sent mauvais dans les arcanes du pouvoir. C'est tous des pourris. Ouais. C'est tous des pourris, ouais. Donc, lui, il dit un problème. Ça, c'est ça, si tu veux, son étincelle. Ouais. Et à partir de là, il va construire quelque chose. Alors. Maintenant. Je voudrais d'abord répondre à une question. Alors, avant ça. Ouais, je voudrais d'abord, excusez-moi, répondre à une question extrêmement importante. Quelle doit être la condition? Ouais. Maintenant, regardez. Jusque-là, donc on a le cadre, je répète. Contestation au niveau du leadership politique. Contestation totalement matée. Donc ils n'existeront plus. Korah disparaît. Et on affirme, Hachem va affirmer le leadership politique qui a été mis en place dans les présences de Moshe et de Aaron. Raison de ce problème de place. Ouais. Et on va extrapoler évidemment, il faudra comprendre que finalement on est tous mus par des problèmes de place dans nos vies. Ouais. Qu'on ait la place de l'enfant choyé ou pas, peu importe, les places sont complexes dans la vie. Okay. Donc n'oubliez jamais quand on lit le texte de la Torah, le but n'est pas de se dire « Oh là là, finalement Korah il est comme Mélenchon, qu'est-ce que c'est un méchant ?» Non. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a en nous de Korah. C'est ça qui est intéressant. On est tous mus par des problèmes de place, on est tous démolis par des problèmes de place. On va essayer de voir comment ça va se gérer. Et les problèmes de place sont toujours liés, en fait, on stigmatise, on pointe du doigt toujours le problème de l'injustice. C'est injuste, donc on couvre toujours les problèmes de place par l'accusation d'injustice. Maintenant, je voudrais juste monter d'un cran et vous montrer ici une lecture midrashique très intéressante qui crée une corrélation entre l'épisode de Korah, qu'on a défini, et
un interdit de la Torah qui ne se trouve pas du tout dans cette paracha. Dans le livre de Devarim, dans le 4e livre, dans le livre de Devarim, on a une interdit dans la Torah qui est le suivant, banni. Donc il s'exprime de la façon suivante. Vous avez le document, j'espère que tout le monde a le document, j'en ai suffisamment. Bani matem lachem elokechem, vous êtes des enfants de Dieu, lotit godedou, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas le droit de vous taillader le corps, donc on n'a pas le droit de créer des taillades, de faire de la scarification par exemple. Velotasimu kalcha ben enechem, et tu n'as pas le droit de t'arracher les cheveux, la mettre vis-à-vis d'un mort. C'est-à-dire, je m'explique, il y avait une habitude, peut-être un réflexe à l'époque, lorsque quelqu'un apprenait le décès d'un proche, je le préserve, eh bien il avait tendance à, d'une certaine façon, peut-être par sentiment de culpabilité, par besoin de trouver un canal de sortie de sa colère par rapport et de sa peine. Alors les individus avaient tendance à prendre un couteau et se faire un peu saigner. Ouais, on ne va pas essayer de se faire les veines, pas du tout. Mais la personne, nous on peut le voir dans nos vies, parfois on se ronge les peaux. Un gros stress, une grande difficulté, on est mal dans notre peau, alors on commence à truc, des fois ça peut aller jusqu'au sang, ouais. Alors les gens prenaient un couteau, une lame, tac, ils faisaient ça. Ou bien ils s'arrachent les cheveux. Parce en français, ils disaient, c'est un truc à s'arracher les cheveux. Ils disaient, arracher les cheveux, ouais, dans une BD. Non, ils se prenaient. Maintenant ça, c'est interdit, même si tu as une violence à exprimer, tu n'as pas le droit de le faire. Ouais. Pourquoi? Parce que, quel rapport? Parce que Bani Matem Hachem, tu es un fils de Dieu. C'est quoi un fils de Dieu? C'est en fait, Hachem t'aime comme un fils. Il t'a donné un corps qui est l'écrin de ta neshama. Tu n'as pas le droit de venir l'abîmer. On va faire une petite pause juste pour pouvoir récupérer le chaud. N'hésitez pas. Toutes les personnes chaudes peuvent y aller. Moi j'ai juste pris... je dégaine le premier lit. On continue. Donc vous avez compris. Tu apprends, Razéjalam, une sale nouvelle. Tu n'as pas le droit de tout simplement te scarifier, parce que ton corps est un corps qui est totalement la propriété de Hachem, c'est l'écrin de ta neshama, tu ne peux pas l'abîmer n'importe comment. Ça c'est le point. Bon, je veux dire, mais quel rapport avec Korah? Eh ben, les maîtres vont lire l'otit godedou, qui veut dire ne pas se taillader, ouais, en disant, on peut lire de façon aussi plus sophistiquée, plus midrashique, et dire que l'otit godedou vient de la racine agouda. C'est quoi agouda? C'est pas du fromage. Hein. Agouda, c'est une assemblée. Alors, le midrash va dire, on a un interdit dans la Torah de créer des groupuscules, de créer des scissions. Imagine le mec qui rentre dans une Sina Ashkena, ils sont tous en train de prier tranquillement, et lui ça lui plaît pas, il dit non, pas comme ça. Ah, Yashir Moshe. Et dis-moi, il y a un rite, il y a un truc, mais calme-toi. Ah mais non, ou bien, tu peux pas dans la vie briser des consensus. Il y a une chose Ashkena, tu respectes, tu fais pas le malin. On n'aime pas les gens qui font bande à part. Il y a une notion d'unité de la communauté. On n'aime pas les marloquettes, ouais. Donc ça c'est le point. L'ota, soit agouda, ne créez pas des groupuscules, on veut de l'unité. Ouais. Et le midrash continue en disant, velotasimu karcha, on a dit c'est s'arracher les cheveux, ouais. Eh bien, karcha rappelle, karcha korach, Salomon Sliman, ouais, c'est la même chose. Donc, le midrash dit comme ça la chose suivante, ne faites pas des factions, des groupuscules, comme Korach a fait. Voilà, ça c'est le lien avec notre paracha. Voilà, c'est ce qui est marqué. Donc je répète. On a un verset qui t'interdit de te lacérer, de te scarifier, ok? De te faire des taillades, ou t'arracher les cheveux. Ça c'est l'interdit de la Torah, très clair. Et, ici, tiens, c'est pas le mien, je peux pas le mien. Et le midrash voit ici une lecture plus sophistiquée qui consiste à dire ne créez pas des factions. Alors c'est intéressant à regarder. Si quelqu'un se lacère, il y avait une unité de la peau,
puis d'un coup, boum, il y a une fente. Ouais, donc c'est une sorte de faction. Ouais. Et c'est intéressant, deuxième point, si je dis que ça fait référence à Korach, ce qui veut dire que lorsque Korach met en place sa contestation, il est en train aussi de se taillader. Vous comprenez ou pas? Cette fragmentation extérieure est à mettre en parallèle avec une fragmentation intérieure, c'est-à-dire qu'il est en train de se lacérer. En d'autres termes, créer la marloquette est un acte de masochisme. Ok, c'est se faire mal. Tu veux obtenir quelque chose qui est mal parce que tu sens une sensation d'injustice, eh bien, en même temps, sache que tu vas déboucher sur quelque chose qui s'appelle tu tires une balle dans le pied, mon frère. Ça, c'est ce qu'il faut bien saisir. Ça, c'est la subtilité du Midrash. Le Midrash n'est pas là une sorte de recueil de tout ce qu'on peut, comme une sorte de pochette surprise, dire sur un mot. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, l'idée de se taillader, eh bien, c'est ça qui anime, enfin, en tout cas, c'est la manifestation de ce qui se passe chez Korach. Korach, tu dis extérieurement, il crée la marloquette. Intérieurement, psychologiquement parlant, Korach est en train de se tailler, ouais, il se clarifie. C'est-à-dire que le Midrash te prend le Korach, il te fait une analyse comme une sorte de scanner, il te dit, tu sais quoi, Korach, le bonhomme il est en train de se faire les veines. Pas les veines, mais en tout cas il se fait mal. Ouais. Maintenant. Et le parallèle avec la Mette, comment? Le fait qu'on le fasse pour un mort, ça donne la... Non, ça c'est la verset à c'est la dimension à ouais. Après, le Midrash il n'y a pas le projet de Korach. Ouais, non, c'est la pas... finalité de Korach. Non, oui, il finira par mourir, mais ça c'est trop... C'est pas lié. Pas forcément lié, on peut. Maintenant, regardez Rabotai. Je voudrais d'abord poser une question. Je l'ai dit depuis le début, Korach il n'est pas seul. C'est pas un Gandhi qui arrive et qui dit non, c'est pas comme ça la vie. Non. C'est un bonhomme qui est équipé avec 250, et on a dit que c'est pas des LFistes, c'est pas de la racaille, c'est la fine fleur du monde juif. On a les présidents, on a les notables, on a les grands bonhommes, ouais. Question pour un champion, comment il fait pour convaincre 250 personnes parmi la fine fleur du monde juif d'aller à Robot de Moshe? C'est une vraie question. Parce que Moshe, c'est pas un simple homme politique. On l'a dit, c'est qui Moshe, ouais? Moshe, tu dis, je t'abarre chez moi, ouais. Personne n'aurait pu penser qu'il puisse y avoir un problème de légitimité de Moshe. Ouais, à part ça, ils peuvent même pas l'attraper, quoi. Il n'y a pas des histoires de MeToo, il n'y a pas des histoires de vol, il n'y a pas de caisse noire, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire, comment ils font? Alors, qu'il y a un abruti qui s'y mette, bon, pourquoi pas, quoi, il y a toujours des fous de partout, ouais. Mais qu'il arrive à enrôler. Alors comment faire? Le Midrash explique, répond à cette question qui va être fondamentale. Le Midrash dit la chose suivante. Il a réuni les 250 personnes en disant, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai assisté à quelque chose qui m'a fait très mal, j'ai envie de vous le dire. J'ai rencontré comme ça, il n'y a pas très longtemps, une veuve. Femme veuve, la pauvre, elle a perdu son mari. Elle n'avait comme moyen de subsistance, il ne lui restait plus que un bœuf et un âne. Elle s'est dit, il faut que je nourrisse ma famille. Eh ben, je vais atteler le bœuf et l'âne pour, tout simplement, labourer et commencer à rentrer dans l'agriculture. Ouais, la pauvre. Donc elle arrive, elle s'apprête à atteler l'un et l'autre, et puis d'un coup mon cher arrive, il dit ah, du calme. C'est interdit dans la Torah d'atteler des espèces hétérogènes. Tu mets un bœuf avec un bœuf, un âne avec un âne, mais pas un bœuf et un âne. Pourquoi? Rock, c'est comme ça. Comme ça, comme le porc, c'est interdit, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, ouais. On fout ces juifs, ouais, les vents. Mais dis ok, pas de soucis. C'est intéressant d'atteler les deux, parce que quand tu attelles les deux, t'as de la puissance. Là, il faut passer un, puis après l'autre, c'est lourd. Bon. Il dit, ok, y a pas de souci, moi je respecte la Torah, y a pas de souci, j'aime la Torah, c'est magnifique. Après, donc elle se dit, bon, ok, j'ai fait mes sillons, maintenant je vais planter. Et elle met comme ça des graines de blé et des graines de raisin, de vigne. Ah, mon cher, qu'est-ce qui t'arrive? C'est interdit dans la Torah, on peut pas mettre. Faut éloigner, ouais. La vigne et le blé, on peut pas. Pourquoi? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Je sais pas, c'est marqué dans la Torah. Ok, très bien. Alors, elle fait, donc, vigne d'un côté, blé de l'autre, bien séparé, bonne mérite, ça, votre chaîne. Extraordinaire. Et maintenant? Ouais. Alors, ça pousse, au Hashem, la vigne d'un côté, le truc de l'autre, elle s'apprête à venir récupérer le chiffre d'affaires. Et là, mon cher Rabbeinu, encore une fois, il a dit du calme. Quand on a un champ, faut penser aux pauvres. Elle est pauvre, la pauvre. Ouais. Mais c'est pas grave, il faut quand même penser aux pauvres. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle l'éket shichaopéa? Il y a trois choses que je vais laisser pour le pauvre, c'est-à-dire l'éket, c'est quand tu vas ramasser les gerbes de blé, tu les prends comme ça, ouais,
Et comme dit-le en français, qui trop embrasse mal les trains, il y a quelques-unes qui tombent. Elle dit, c'est pas grave, je repasse et je les prends. Non, monsieur. Ce qui est tombé, ouais, c'est large, c'est pour les pauvres. Donc, prends. Ouais. Lesquels Shira, imaginez qu'elle est constituée une botte de foin, plusieurs bottes de foin, elle les amène dans la grange, à 3h du matin, elle se réveille, elle dit, ah, je crois que j'ai oublié une botte, une botte de foin, pardon, à côté du pommier. Elle met sa robe de chambre, elle y va, non, madame, ce que tu as oublié, c'est pour le pauvre. Et PA, on commence même par ça, si vous voulez, PA c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a un coin qui t'appartient pas dans le champ. Prélèvement à la source. Bon. Ok, ça va bon. Maintenant, elle dit, ok, c'est bon, maintenant, j'ai respecté. Elle prend le blé, la vigne, elle dit, je rentre dans la grange maintenant, et je vais enfin pouvoir faire de la farine, vendre au boulanger, et du vin, vendre, ouais. Et là, d'un coup, mon chéri, du calme. Il y a aussi des impôts. Ouais, donc il y a 4 impôts sur les récoltes, ouais. Il y a ce qu'on appelle la Trouma Gdola, la grande prélèvement. Imaginons, je vous donne en très rapide, hein. La femme, elle s'est fait un champ avec... elle a récupéré 100 kilos plus 10 grammes de blé. 100 kilos plus 10 grammes. Elle commence par 10 grammes. Elle commence par 10 grammes. Elle donne au Cohen. C'est qui le Cohen dans l'histoire? C'est Aaron, le frère de Moshe, évidemment, ouais. Donc ça fait 10 grammes. Il reste plus que 100 kilos. Sur les 100 kilos, elle doit faire ce qu'on appelle le Maaser Rishon. La première dîme, 10% de 100 kilos, ça fait 10 kilos. À qui elle donne? Au Lévi. C'est qui le Lévi? C'est Moshe Rabbeinu, ouais, c'est toi, Franck, ouais, mais là-bas il s'appelait Moshe. Ouais. Donc, maintenant, c'est pas fini. Donc, chiffre d'affaires, maintenant, bon, 90 kilos. Elle arrive à 90 kilos. 90 kilos, il y a Maaser Sheni. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que quand le Lévi récupère les 10%, le premier 10%, il doit lui-même prélever 10%. On appelle ça la Troumat Maaser. Donc lui-même, Moshe qui reçoit les 10 kilos, il doit quand même donner un dixième à qui? Au Cohen. Shkunada, c'est qui le Cohen? Et son frère, vous voyez, c'est l'histoire qui est en mode assolement triennal. Ça reste dans la famille, ouais, ça sort pas de la famille. Bon, et maintenant, il reste encore un 4e prélèvement, qui s'appelle la Maaser Sheni. Donc elle est arrivée à 90 kilos. Maintenant, on prélève encore 10% de ce qui reste, c'est-à-dire 9 kilos. Et donc au bout du compte, 19%, boum. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Elle voit ça, elle dit, moi c'est compliqué, l'agriculture, je vends tout, j'achète des brebis, des agneaux, des moutons et basta, ça suffit. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs, vous savez qu'on avait dit la semaine dernière que le métier par excellence des avots, des patriarches, c'était des bergers. Jamais de l'agriculture, parce que l'agriculture c'est épuisant, ouais, c'est de business, ça, faut pas. Un penseur, celui qui veut faire de la méditation, qui veut parler avec Hachem, il est berger. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pas grand-chose. Il prend le troupeau A, il l'amène dans un truc, il n'y a plus d'herbe, on va dans le troupeau B, on ramène, et ciao, c'est fini. Détente, ouais. Donc, elle dit, bah tranquille, moi je vais comme les patriarches. Elle décide d'acheter son petit jetel, et puis bah au Hachem, et ben voilà, il y a des copains et des copines dans le troupeau, et bah au Hachem, il y en a une qui commence à bien grossir, ah c'est bien, je vais augmenter mon patrimoine. Donc elle met bas, et puis hyper contente, donc ça a augmenté, et puis d'un coup mon chat, du calme. Mais et ça, c'est la première fois qu'elle met bas, donc c'est l'ouverture de la matrice, Le premier, il arrive à qui? Au Cohen, c'est qui le Cohen? C'est Aaron. Ah bah oui, ça fait beaucoup. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est la seule chose, il n'y avait plus de prélèvement, il n'y a plus de trucs et tout. Et puis d'un coup, elle voit ces moutons, elle voit comme ça, là. Commence à devenir carrément, on dirait Bob Marley, là, les cheveux, enfin, la laine, c'est extraordinaire, il y a de la demande chez Benetton, ils veulent des beaux pulls. Je leur ramène de la laine, c'est génial, ouais. Donc ça, elle s'apprête donc à couper la laine, et puis d'un coup, ah, mon cher Rabbeinu, hey, du calme. Du calme, Réchit Aguez. La première tonce, elle appartient à qui? Au Cohen, à Aaron, ouais. Alors là, elle voit ça, elle est tellement énervée. Elle dit non, écoute, bon, alors, ça suffit là, ça suffit. Je donne tous mes biens à Hachem. Ah, tu donnes tous tes biens à Hachem, ça s'appelle Ekdesh. Ekdesh, ça va à qui? Au Cohen, au Beth Amikdash, au Cohen. Voilà cette histoire. Donc vous rigolez tous ici. Les 250, ils se sont mis à chialer. Parce que ça pointe du doigt que dans la Torah, il y a des choses fabuleuses. On peut faire des courses au Shabbat, par exemple, c'est fabuleux. Facile à vendre. Les Hagim, facile à vendre. Ouais. Les lois du respect de l'autre, extraordinairement facile à vendre. Ouais. Extraordinairement facile. Mais il y a des choses qui sont invendables. Pas mélanger le lin et la laine. Pas manger du porc, pas manger des crustacés. Ça n'a pas d'explication. Ça a l'air totalement arbitraire.
Ça a l'air le monde de l'absurde, on appelle ça les choukim, c'est-à-dire tu fais et tu acquiesces, point barre. Eh bien, quelque part, il existe beaucoup de choses, et c'est un petit peu ça la trame, bien la dimension subliminale de ce que veut dire ici Korach, c'est qu'il existe des choses dans la Torah qui sont de l'ordre de l'absurde. Et je rajoute un petit peu plus. Et dans cet absurde, comme par hasard, les personnes qui édictent ces lois absurdes sont celles qui en profitent le plus. Pourquoi voulez-vous que je paye 3 fois mon steak, le prix, 3 fois le prix des steaks, des steaks pas cachers, ouais. Et quand je vois que celui qui a mis le tampon, que Dieu bénisse, la belle villa et avec les belles voitures, et moi je paye 3 fois truc. Pour quelque chose qui est là totalement arbitraire, qui est totalement absurde, qui n'a pas vraiment de raison. Pourquoi voulez-vous que je paye des scolarités à 300, 400, 500 balles par mois, et parfois c'est au minimum, par enfant, pour mettre des enfants dans des écoles, école juive certes, mais plus école de juifs que école juive. Au niveau Kodesh, c'est pas ça, et au niveau Roll, c'est médiocre. Mais là, tu vas comparer la meilleure des écoles juives avec Henri IV, Louis le Grand. Nous, à mon époque, moi, il n'y avait pas de. Je veux dire, nous, on briguait les grands bahuts, quoi. Moi, j'étais au lycée Thiers, voilà. Des fois, j'étais au lycée Thiers, il y avait n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, quelque part, ce que dit ici Korach, c'est qu'on passe notre temps à se scarifier. Tu te lacères. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est ce que dit ici, dans son dialogue, Korach. Maintenant. Le point fondamental est le suivant. Le point fondamental est le suivant. Comment répondre à Korach? On va essayer de voir 2 points. Premier point, c'est la prise de conscience que le monde, dans toute son évolution, dans toute son histoire, dans toute sa réalité, est un monde qui nous met en face de choses extrêmement absurdes. Tellement absurdes qu'elles sont douloureuses. Premier point. Deuxième point, tout individu, ce que veut dire ici le Midrash, on essaiera de voir comment on peut réparer ça, a, de façon naturelle, une tendance à se taillader. On a tous, dans nos existences, une façon, on va parler à partir du rabbi, le rabbi de Hager de Vignitz, qui dit un truc extraordinaire. Il dit, regardez, Korach est un individu qui a pointé du doigt un problème d'injustice sociale. Tous les plus grands totalitarismes ont commencé par prise de conscience que le monde souffre, les pauvres souffrent. Toujours comme ça, point de départ. Maintenant, le rabbi de Hager fait une remarque absolument fabuleuse. Il dit que quand tu regardes Korach, tu te rends compte que Korach était une personne immensément riche. Il avait des trésors type Jeff Bezos, plus que Jeff Bezos. Ouais. Maintenant, si toi, Korach, t'es mu par un impératif d'égalité sociale, ça te fait de la peine de voir des gens extrêmement pauvres. Tu sais qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Inspire-toi de Bill Gates. 80% de sa fortune pour des fondations. Ouais, tu donnes. Que fait notre cher Korach? Il va rentrer dans des plates-bandes qui ne sont pas les siennes. Il n'a pas été fait pour faire de la politique, a priori. En tout cas, tu veux savoir pourquoi il a été fait, t'as qu'à regarder ce qu'il a dans la vie. Si t'es un multimilliardaire, pose-toi des questions dans la vie. Peut-être que c'est pour que tu puisses redistribuer. Et c'est le chemin le plus court. Maintenant, je suis en train de vous dire la chose suivante. Que Korach choisit le chemin complexe de la politique alors qu'il avait à domicile quelque chose d'infiniment plus simple à déployer. Je crée du partage. Eh bien, Korach est l'archétype de tous les individus du monde, c'est-à-dire nous, qui ont tous tendance à agir de façon absurde, à s'investir dans un boulot qui est infiniment plus éreintant
et à des distances infiniment plus grandes que le boulot que j'aurais pu trouver à côté de la maison, qui aurait été moins éreintant et peut-être à égalité de salaire. On a une fâcheuse tendance à chercher l'autoviolence, à se violer soi-même. C'est quelque chose qui est inhérent chez l'individu. Combien je rencontre d'individus qui s'engagent dans des relations amoureuses complètement folles. Et ils sont prévenus par leur entourage, mais je comprends pas, mais c'est bizarre quoi. T'avais à côté de toi une personne de folie, bonne famille, bien gentille, mais t'es allé chercher, mais le cas du siècle. Pas possible, qu'est-ce que tu cherches? Je dis que, de façon inhérente, chez tout individu, nous avons une tendance à se scarifier dans un naturel. Paradoxalement, 2 points je dis maintenant, paradoxalement, c'est le fait de s'investir dans des mitzvot incompréhensibles et absurdes au nom de Dieu. Je mange pas du porc, je mange pas des fruits de mer, je respecte le lin et la laine. Dès qu'on achète un comblé boss, pas que, en laine ou en lin, peu importe, il faut faire vérifier. Mais c'est débile comme truc. Comment? C'est-à-dire, ça me met en phase, quelque part, créer, enfin, accepter une mitzvah absurde, qui n'a aucun sens, me permet de cristalliser et de canaliser ce besoin de violence et d'absurdité. L'investissement dans le monde de l'absurde, par le biais de certaines mitzvot, permet de calmer en moi ce besoin de violence et qui va me permettre justement de ne pas aller chercher la violence ailleurs et donc d'être beaucoup plus en harmonie avec moi-même. Donc je répète, il y a chez tout individu un besoin de scarification, un besoin de se faire mal. Tu peux l'utiliser, le canaliser dans quelque chose qui va te démolir totalement. Ou bien tu peux le convertir dans une expérience mystique qui s'appelle « J'y comprends rien, mais je mange cachère, point barre ». J'y comprends un peu mieux dans les lois de pureté familiale, c'est vrai parce que ça donne du pels, mais pas forcément. Je connais des gens qui respectent impeccablement la loi de pureté familiale, qui n'ont pas forcément un super shalom bayit. Donc c'est pas lié. C'est pas un aspirine si vous voulez, ouais. Après je le fais parce que le bon Dieu a demandé. C'est débile, 100% débile, mais tu sais quoi? Je me sens plus équilibré. Parce que finalement, tout ce besoin d'autoviolence a été canalisé. C'est le premier point que je voulais vous dire. Deuxième point fondamental. Il existe un verset dans le Nar qui dit la chose suivante, en tout dernier du document. Ceux qui vivaient dans l'abondance se font mercenaires, donc il y a des changements de vie, la roue tourne dans la vie, ouais. Et qui souffraient de la faim en est libéré. Ouais, ça arrive. Tandis que la femme stérile enfante 7 fois. Ouais, pas au crachet, mais des retournements de situation. La mère féconde est humiliée. Bon, là, voilà. Continue le verset. Donc je sais pas de qui on parle. Hein. C'est la vie, quoi. That's the life, comme on pourrait dire, ouais. Sauf qu'à la fin, le verset dit « L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il précipite au tombeau et en retire. » Et cette expression « il précipite au tombeau et en retire » évoque cette notion d'une sorte de résurrection. Alors, il y a plusieurs façons de lire le verset, mais une des façons, c'est de dire que comme on parlait d'une femme stérile, et que Hana, la fameuse, qui était stérile pendant des années, des décades, ouais, eh bien, est la descendante directe de Korach, alors les maîtres veulent dire que par l'attitude de Hana a été une rédemption de l'erreur de son aïeul. Hana est venue amener une solution au phénomène Korach. C'est ce que disent les maîtres, donc je répète. Là ici on te parle de quoi? D'une femme qui est stérile. Deuxième chose, on te parle de quelqu'un qui était précis, Hachem il précipite au tombeau et en retire, ça veut dire que grâce à Hana, Korach a eu de... Il a pu sortir du Guéhénam. Comment il a eu une descendance? Bah, lui est tombé, et puis il y avait déjà peut-être des enfants à lui qui n'étaient pas... voilà. Ses fils. Voilà, ses fils. Ils sont pas tombés, mais ils sont sortis. Voilà, ils sont sortis, ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a une rédemption qui va se mettre en place maintenant. C'est quoi l'idée? Quel rapport? Ok, il y a un rapport généalogique, ok, super. Il y a plus que ça. Hana, on l'a dit, vous savez, elle vit devant une double injustice de la vie, terrible, impossible à entendre. D'abord, elle est stérile et c'est profondément injuste. Elle va dire à Hachem, mais tu m'as donné des seins, mais ça va quoi des seins si c'est pas pour allaiter? Ouais, donc c'est horrible, c'est terrible ce qu'elle vit. Bon,
Première chose. Deuxième chose qui est encore beaucoup plus terrible, qui ajoute aux choses. Vous allez me dire, bon, il y en a eu dans la vie des femmes stériles, ok. Le problème, c'est qu'en fait, elle est mariée avec Elkana, qui lui-même, Elkana, a une autre femme. À l'époque, la polygamie était permise, en tout cas, ça se faisait. Qui s'appelle Pnina, la perle. Perle vient de Pnina. Et elle, en plus, elle enchaîne les naissances. Donc elle est devant une stérilité à la base, de base, mais qui plus est, elle voit chaque année un nouvel enfant chez l'autre. Et ça, c'est juste un terrain absolument atroce. Je dis qu'elle va être la rédemption de maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. Elkana, c'est son mari, c'est un illustre inconnu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire illustre inconnu? Ça veut dire que si Hana n'arrive pas à avoir un enfant, elle aura un enfant finalement. Par cette filote, si elle n'arrive pas à avoir un enfant, c'est pas la fin du monde. L'histoire juive ne sera pas bousculée. En revanche, les femmes stériles de l'époque d'Abraham, Isaac et Jacob, il y avait toutes des femmes stériles. Sarah arriverait, c'est toutes des femmes stériles, ouais. Mais si Hachem ne fait pas un miracle, il n'y a plus de peuple juif. Donc tu sens que chez Rachel, il va se passer quelque chose. Mais chez Elkana, s'il n'y a pas d'enfant chez Elkana, il n'a qu'à pleurer. Qu'est-ce que tu dis, moi? Il y a des millions de gens qui ont pleuré comme ça, ils n'ont pas. Qu'est-ce que tu dis? La vie, c'est pas un pique-nique, qu'est-ce que je veux dire? C'est compliqué des fois. On chiale des fois, qu'est-ce que je dis? C'est comme ça, c'est la vie, ouais. That's the life, ok? Donc, c'est pas crucial. Et malgré cela, qu'est-ce que fait Hana? Hana, elle aurait pu bifurquer en mode droit de ci, droit de là, et truc, et dit. Ouais. Hana va décider de regarder à l'intérieur d'elle-même, ce que n'a pas fait Korach, de regarder sa richesse. Hana est en train de regarder à l'intérieur d'elle, il va inventer une nouvelle façon de s'adresser à Hachem. Et cette nouvelle façon de s'adresser à Hachem, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de prier. On prie selon le crible qui a été mis en place, et le canevas qui a été mis en place par Hana. Donc Hana, en fait, c'est quoi l'idée extraordinaire de cette notion de rédemption? C'est que Hana part du même point de départ de Korach. On est tous dans des problèmes de jalousie et des problèmes de place dans la vie. On peut pas l'ignorer. Ça veut rien dire, ah non, moi, Baruch Hashem, tout va bien. Non, non, c'est compliqué. T'as un copain, une copine, il se marie, t'étais pas marié, c'est compliqué. Il réussit mieux que toi, t'étais plus fort que lui à l'université. C'est compliqué, la vie, c'est compliqué. T'as un frère qui est le plus aimé par ta mère, c'est compliqué. Et donc, évidemment, je peux enclencher le mode de la jalousie, le mode de la revendication, le mode mais pourquoi que? Et ça que tout le monde sait faire. Hana est en train de montrer un truc incroyable. Tu sais quoi? Dès que tu sens cette jalousie monter en toi, plutôt de faire comme Korah, d'aller chercher une piste qui s'appelle de l'autoflagellation. Essaie de regarder à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça réveille? Si tu vois que tu es jaloux de quelque chose, moi j'ai jamais été jaloux de Mbappé, je peux vous garantir. Ouais, pourtant je veux dire, ouais, pourquoi? C'est pas au monde. Mais tu prends quelqu'un qui est à côté de moi, évidemment que je vais créer de la jalousie, forcément, si je vois qu'il y a plus de réussite. Maintenant, comment je dois faire, te dire Hana? Cette jalousie est en train de te dévoiler qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore développé. Vas-y, crée, sois créatif. C'est-à-dire que le terrain de la jalousie, tu ne dois pas l'ignorer. Tu dois le reconnaître, mais tu dois l'utiliser comme un tremplin pour te découvrir un peu plus. Ce qu'a fait Hana. Hana, elle va nous inventer la tefila la plus géniale du monde, et c'est exactement ce qu'elle a mis en place. Je m'arrête là, je vais laisser juste 3 minutes. La parole à Jessica, tu veux? Ouais, qui voulait vous présenter un petit peu ce qu'elle fait. Donc Jessica, c'est une élève à la base, c'est devenu une amie, et qui fait un travail absolument fabuleux. On s'est connus à Dauphine, je l'ai connue à Dauphine, et elle fait des énormes études, et elle habite maintenant en Israël, elle dirige plusieurs boîtes, et depuis le 7 octobre, elle s'est énormément investie pour donner aux Chayalim ce dont ils auront besoin. Donc elle voulait vous dire quelques mots. Jessica, je te laisse. Mettez-vous. Viens, viens. On t'entendra pas, mets-toi ici, mets-toi ici. La nouvelle direction d'Israël. On peut l'applaudir,